Bonjour, nous sommes Sandrine et Silver du blog voyagerosetats-unis.com. Après près de 30 ans passés sur les routes américaines avec nos 4 enfants et près de 15 ans à accompagner les voyageurs dans la préparation de leur périple aux USA, nous voici à partager avec vous notre expérience et surtout notre passion des États-Unis. Alors c'est parti, laissez-nous vous faire voyager aux États-Unis. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Voyager aux États-Unis, le podcast. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons vous faire prendre de la hauteur. Car plus que toute autre ville au monde, New York est la ville qui mérite d'être vue de haut, de loin, en un mot, de prendre du recul. Son étendue, la diversité de ses quartiers et la grande différence de hauteur dans ses constructions en font vraiment un terrain propice aux observatoires, aux perchés et aux points de vue panoramiques en retrait. Alors attention, ce n'est pas un, ni même deux, ni même 3 observatoires perchés au sommet de haut building que propose cette ville, mais bien 5 observatoires, Silver. Ouais. Et ils sont tous localisés au cœur de Manhattan, mais chacun offre des vues et des expériences particulières. Sans compter, Silver, les très à la mode rooftop que l'on a actuellement, qui proposent de prendre un verre en haut d'un building avec une vue mais vraiment immersive sur la ville. Exactement, il y a même de nombreux points de vue en retrait de Manhattan qui proposent aussi des panoramas à couper le souffle. Donc il y a beaucoup d'endroits où on peut prendre ce recul et avoir des panoramas magnifiques sur la ville. Donc vous l'aurez bien compris, le choix est vraiment immense en fait. Donc cela peut être pour vous un souci justement de sélectionner les endroits. Mais pas de panique, nous sommes là pour vous aider dans vos choix. En fait, on connaît tous les observatoires, Silver, tous les points de vue les plus spectaculaires et on les a tous testés. Et en fait, on va vous dévoiler les meilleurs plans pour savourer la ville d'en haut, avec du recul pour profiter de la skyline de Manhattan. Alors, laissez-nous vous guider, prenez de la hauteur avec nous et passez du point de vue de la fourmi à celui du Bald Eagle, l'aigle américain. Ouais, tout à fait. Et on va commencer par le plat de résistance. On va commencer par les observatoires, ces fameux 5 observatoires au sommet des plus hauts buildings de Manhattan. Alors, j'aimerais qu'on avoue un petit secret, c'est qu'en fait, nous, on n'est vraiment pas fans des observatoires en général. On trouve que, généralement, on perd du temps et que c'est trop cher. T'es d'accord ? Oui, souvent on trouve que ça a un intérêt un peu limité, c'est un peu un genre de tourist trap, mais c'est pas tout à fait vrai à Manhattan. Oui, parce qu'en fait, à Manhattan, c'est une ville qu'on découvre et qui se visite à pied, d'en bas, et pour prendre de la hauteur, en fait, on a besoin effectivement de passer par des observatoires et autres, et vraiment, cette ville va prendre une toute autre dimension. T'es d'accord ? Oui, tout à fait. D'accord. Donc, ce que je vais te proposer, Silver, c'est qu'en fait, tu nous présentes les différents observatoires et tu nous indiques à chaque fois ce qui les différencie les uns des autres. Voilà. Alors, on va les revoir plus en détail après, mais quand même déjà, on va commencer par les citer. On va les citer par ordre chronologique de leur construction, par ordre d'ancienneté. Donc, évidemment, le premier observatoire le plus ancien et probablement un des plus mythiques, c'est celui de l'Empire State Building. C'est un building qui a été construit, un gratte-ciel qui a été construit juste au début de la crise des années 30. Le lancement du projet, c'est 1929. Il a été construit en 1930, inauguré en 1931. C'est un des points de vue les plus mythiques. C'est l'immeuble de King Kong. Et effectivement, c'est le premier et ça reste un des éléments phares. Suis ensuite. Alors, chronologiquement, a ouvert juste dans la foulée derrière le Top of the Rock, c'est le sommet du Rockefeller Center, qui n'est pas très très loin, qui a été construit à peu près en même temps, mais sa durée de construction a été un peu plus longue, donc il a été ouvert en deuxième. Il est plus bas, nettement plus bas que celui de l'Empire State Building. On rentrera dans le détail après. Et voilà. Mais quand il est sorti, il avait un gros avantage sur celui de l'Empire State Building, c'est que du coup, depuis le Top of the Rock, on voit l'Empire State Building, ce qu'évidemment on ne peut pas faire depuis le haut de l'Empire State Building. Le troisième qui suit chronologiquement. Le troisième, il est arrivé bien plus tard, à la fin des années 60, et c'est l'observatoire qui était en haut du World Trade Center. Alors évidemment, donc il
c'était le plus haut observatoire du monde, puisque le World Trade Center, à sa création, était le plus haut immeuble du monde. Évidemment, cet immeuble qui était en haut de l'une des 2 tours jumelles du World Trade Center a été détruit lors des attentats du 11 septembre. Et lorsqu'on a reconstruit une nouvelle tour pour remplacer les 2 anciennes, le One World Trade Center, on a choisi évidemment de mettre un nouvel observatoire. Donc, il y a à nouveau un observatoire en haut du World Trade Center. Donc, c'est le 3e qui est disponible. Et ensuite, il y en a 2 autres qui sont beaucoup plus récents, ouais. Puisqu'ils ont été inaugurés tous les 2 juste après la période de Covid. Le premier, c'est The Edge au Hudson Yard, et le deuxième, c'est un nouveau quartier, qui est un nouveau quartier, dont on expliquera ça tout à l'heure, et le Summit, qui est en haut du One Vanderbilt, juste à côté de Grand Central. Alors maintenant, on va voir ce qui les différencie les uns des autres et les principaux critères en fait dans le choix de l'observatoire. Oui, on va dire il y a 2 ou 3 caractéristiques majeures qui font qu'on peut différencier les observatoires au perché en haut des gratte-ciel. Le premier, c'est la hauteur, évidemment. En fonction du niveau de hauteur, on va pouvoir avoir un point de vue plus ou moins dégagé, portant plus ou moins loin. Et le deuxième, c'est évidemment la localisation de ce gratte-ciel à l'intérieur de Manhattan. On n'a pas le même point de vue quand on est à Midtown Manhattan ou quand on est à Downtown, sur la pointe sud de Manhattan, quand on est au milieu des autres gratte-ciel ou quand on est plutôt un peu en retrait des autres gratte-ciel. Et c'est ça qui va faire que les points de vue sont différents selon les observatoires. Et du coup, qu'est-ce qui fait un bon observatoire ? Ça va être une combinaison effectivement des coordonnées, de la localisation, des panoramas qui sont offerts et bien sûr de la hauteur. Exactement, c'est une combinaison d'un peu tout ça et aussi des éléments propres à l'observatoire qui va être, est-ce que c'est un observatoire extérieur ou intérieur ? On n'a pas tout à fait la même si on est sur par exemple une terrasse ouverte, c'est ça que tu veux dire ? Exactement, ou si on est derrière des vitres. Ouais. Et puis, en dernier lieu, mais c'est pas si négligeable que ça, eh bien, il y a l'expérience qui a été mise en scène par les concepteurs de l'observatoire. C'est vrai que les premiers observatoires... Ça, c'est plutôt récent quand même. Hein, ouais, ça s'est développé au fil du temps. Au début, un observatoire, c'était un observatoire, on vous est monté, et puis vous aviez le point de vue, et c'était le point de vue, et c'est tout. Et puis, progressivement, quand on a rouvert des observatoires, à commencer par celui du One World Trade Center, quand ils ont ouvert le nouvel observatoire, bon, ils ont commencé à mettre des petites choses, des mises en scène, qui rendait le lieu un peu plus spectaculaire, et ça s'est augmenté avec la sortie de The Edge et surtout du Summit One, on y reviendra. Ouais, alors moi j'aimerais quand même qu'on revienne sur ton terme expérience, c'est-à-dire que c'est vrai que c'est quand même, je trouve, un terme qui est qui est en vogue, qui est souvent associé à des choses qui sont sur Instagram. C'est pas forcément ce qu'on aime, mais là nous on va vraiment... Je suis d'accord avec toi. En fait, quand elle est au service de ce pourquoi on vient, c'est-à-dire de la vue et du côté spectaculaire et du panorama, pourquoi pas ? L'expérience peut marcher. Si l'expérience est là de manière totalement anecdotique, on ne sait pas trop pourquoi elle est là, juste histoire de rajouter quelque chose, bon, non, ça n'a pas un intérêt majeur. Ouais, alors il y a un petit point. Donc, tu nous as parlé d'une vue dégagée, avec dans plus ou moins de directions différentes pour qu'on ait un bon observatoire, un point de vue central parfois qui nous donne l'impression d'être dans le panorama. Et en fait, on a oublié un dernier petit point qui est en fait la possibilité de retrouver facilement les points d'intérêt ou les monuments de la ville. Ça, c'est aussi un point important. Hein. Ouais. Et aussi la multiplicité des vues. Il y a des observatoires qui sont par exemple à 360 degrés, donc ils vont ouvrir un champ du possible visuel beaucoup plus important qu'un observatoire qui va être uniquement dans une seule direction. Ouais, on a eu un seul angle, effectivement. Ouais. Se pose également la question, Silver, en fait, quand on pense à un observatoire et qu'on veut aller le visiter, c'est à quelle heure y aller ? Matin ? Soir ou journée, dans la journée ? Ouais. Alors c'est assez débattu. On va dire que beaucoup de gens pensent que le mieux c'est en fin de journée. Ouais.
pour profiter du coucher du soleil, pour profiter aussi de la ville de nuit. Alors nous, comme toujours, on est toujours un petit peu en contradiction avec... mais c'est pas un principe. C'est à moitié un principe, Non. on va dire. Nous, on aime beaucoup les observatoires le plus tôt possible, au lever du soleil, tôt le matin. Il y a plein de raisons à ça. La première raison, c'est que si vous rentrez dans l'observatoire en premier, eh bien, vous êtes sûr que vous n'allez pas avoir trop de monde. Et dès que c'est vraiment important pour certains observatoires. Dès que le monde s'est un peu installé à l'intérieur de l'observatoire, on n'a pas exactement la même expérience que quand on est parmi les premiers à rentrer. Quand je dis les premières dizaines de personnes à rentrer, on n'est pas obligé d'être le premier, mais voilà, et ça c'est possible qu'un seul horaire, c'est le premier horaire de la journée. Ça c'est le premier point. Ça se vérifie effectivement, nous aussi quand on parle des balades dans l'Ouest, aussi, à chaque fois on dit d'y aller tôt. Alors c'était pour la chaleur, mais aussi pour éviter effectivement la surfréquentation et de fait, parce que sinon vous aurez vraiment une toute autre expérience. C'est vrai. Le deuxième point de cette visite tôt le matin, c'est ça prend du temps quand même. Ça se fait pas en une demi-heure un observatoire. Il y a le temps de queue, il y a le temps de monter, il y a le temps d'observer, prendre ses photos, profiter, le temps de redescendre. Tout ça, ça prend du temps. C'est minimum 2 heures. C'est rapidement minimum 2 heures. Et c'est vrai que du coup, faut vraiment éviter de le placer au milieu de journée, ce qui est assez bloquant. Puis on n'aime pas aussi d'être pris par un horaire qu'il va falloir respecter en milieu ou fin de journée. Alors quand on le met au début de la journée, c'est la première chose qu'on va faire, et donc du coup on est moins gêné par rapport à ça. Donc ça c'est vraiment l'autre avantage. Et puis il y en a un troisième, nous on trouve que la luminosité en début de journée, elle est vraiment très très bonne pour les photos, mais aussi surtout pour avoir une vue très cristalline de tout ce qu'on voit autour et de reconnaître tous les buildings. C'est pas toujours le cas au coucher du soleil, et c'est surtout pas le cas de nuit. Alors c'est vrai qu'il y a un côté magique dans ce côté ultra lumineux de la ville, de toutes ces couleurs, etc. C'est assez magique, mais on a du mal à repérer toute la diversité des bâtiments. Ça devient une sorte de mer de lumière. C'est joli, mais voilà, on va pas pouvoir dire oh tiens ce bâtiment j'y suis allé, tiens celui-là je le reconnais, etc., etc. En fait, l'idéal ce serait, mais on le verra, d'y aller le matin et le soir, finalement, parce que c'est deux expériences complètement différentes. On a vu qu'en fait, on le verra plus tard, mais il y a certains observatoires qui proposent justement des offres comme ça, qui vont vraiment dans ce sens-là. Oui, alors la seule chose qu'il faut savoir avec ça, c'est ça prend du temps, donc les faire 2 fois le même observatoire, vraiment, il faut le garder si vous restez longtemps sur place, si vous avez 5 jours ou une semaine à New York. Ou de faire 2 observatoires différents. À 2 horaires différents. Si vous choisissez de faire plusieurs observatoires, et là, on dira de ne pas aller au-delà de 2. Si vous en faites 2, vous pouvez effectivement choisir à 2 horaires différents. Oui, et si effectivement, donc on vous invite à aller consulter les heures de lever, de coucher de soleil aussi, pendant que vous y êtes, ou à l'avance. Mais par contre, il y a quand même une subtilité quand même pour les horaires en fin de journée, Silver, pour avant le coucher du soleil. Déjà, il faut savoir que sur certains observatoires, les prix augmentent sur ces horaires qui sont plus demandés. Et qu'une façon de contourner ça, c'est d'arriver le dernier horaire avant l'augmentation de prix et de rester un peu plus longtemps. C'est-à-dire vraiment, ça va être un horaire par exemple vers 17h et du coup de rester jusqu'au coucher du soleil et jusqu'à la nuit. Mais encore une fois, ça prend du temps, donc à voir en fonction de votre timing ce que vous allez avoir et à faire. Alors aussi, un point important lorsqu'on va visiter l'observatoire, qu'on va décider d'y aller, c'est aussi, on parle de l'heure, mais c'est en fonction aussi de la météo aussi vert. Il faut vraiment, il est préférable d'avoir un temps dégagé. C'est évident. Si on a des nuages, c'est quand même sacrément moins sympa. S'il y a de la brume, c'est encore pire. Alors la problématique, c'est qu'on va voir que c'est c'est difficile pour beaucoup d'observatoires et notamment pour les plus courus et qui sont évidemment les meilleurs. C'est difficile de ne pas réserver à l'avance parce que là, c'est vraiment prendre le risque absolu de. Je voulais en venir à ce point-là. Effectivement, c'est qu'en fait, j'allais te poser la question est-ce qu'il faut réserver à l'avance ou pas ? Mais après, là, on vient de dire que qu'il vaut mieux attendre que le temps soit bon, mais. Donc j'ai envie de dire, ça va dépendre de l'observatoire. Il y a des observatoires qui sont et de la période de l'année. Si vous avez vous avez une période de l'année où il y a beaucoup de monde et que vous voulez un observatoire couru, il faudra réserver, sinon vous ne pourrez pas y accéder. Si vous êtes à une période plus creuse,
ou si vous voulez un observatoire moins demandé, vous pouvez éventuellement vous permettre de ne pas réserver, de tenter la chose au dernier moment. En fait, la petite astuce, c'est vous regardez, en fait, quand vous êtes décidé sur l'observatoire que vous voulez faire, quand vous préparez votre voyage, commencez à regarder effectivement les créneaux qui sont libres. Et vous faites ça, vous faites un petit suivi et vous voyez si ça diminue fortement ou pas. Voilà, si ça diminue fortement, préservez. Si tous les créneaux ou presque restent libres, c'est qu'a priori la demande n'est pas trop forte. Et si vous voyez les créneaux commencer à diminuer ou à disparaître, certains laissent même apparaître le nombre de personnes qui restent. Dans ce cas-là, effectivement, il faut réserver. Et du coup, où acheter les billets pour chaque observatoire ? Alors, en général, c'est plutôt directement sur le site de l'observatoire pour éviter des intermédiaires inutiles, sauf s'il y a un avantage prix particulier. Alors, c'est pas souvent le cas, mais ça peut être le cas sur certains sites tiers. Par exemple, on trouve des fois des offres sur Groupon, par exemple sur le One World Trade Center. On a souvent des offres intéressantes sur le site Groupon. C'est pas souvent le cas sur les autres sites classiques, les Get My Guide, les Cities, etc. De temps en temps, on peut avoir des promotions pour les Black Friday. Et là, très ponctuellement, il y a des promotions à l'avance. Et là, pour le coup, directement sur le site des observatoires. Alors, et les prix, en fait, on peut dire, ils sont toujours hors taxe. Attention à vous, les prix affichés sont hors taxe. Et après, il y a aussi des frais de réservation qui vont de 3 à 5 $ par transaction en général. Et du coup, ce que je voulais dire, donc, les promotions, on a vu que c'était assez rare, mais il pouvait en avoir. Pour faire baisser le prix, parfois, on peut utiliser certains passes. Alors effectivement, les gens qui utilisent les City Pass, les Go City Pass, New York Pass, Sightseeing Pass, il y a plein de passes à New York qui cumulent de nombreuses activités. Certains, mais pas tous les observatoires sont dans les passes. Il y en a un qui est dans aucun pass. Alors effectivement, en gros, dans tous les passes, on va trouver l'Empire State Building, le Top of the Rock et The Edge, qui sont les trois moins demandés qu'on retrouve dans les passes. Et le One World Trade Center, il se trouve dans 2 passes sur 3. Je crois qu'il n'est pas dans le City Pass, mais il est dans les 2 autres. Et par contre, le Summit, One Vanderbilt, lui, il n'est dans aucun. En fait, c'est simple, oui, il a pas besoin d'être dans les passes parce qu'il est plein sans ça. Donc, ils vont pas rentrer dans ces passes. Alors, attention. Je crois qu'on l'a déjà dit, les passes, on n'est pas des super fans. Le risque des passes, c'est de vous faire payer à l'avance assez cher pour un pass et donc de vouloir le rentabiliser et donc de multiplier les attractions. L'idée est d'en faire quand même des économies, mais si vous faites toutes les attractions proposées, sauf que ce qu'on a vu, si vous faites toutes les attractions proposées, vous n'aurez plus de temps pour visiter la ville elle-même, et ça c'est vraiment dommage. Donc vraiment à faire avec des pincettes. Si vraiment vous êtes sûr que toutes les attractions, c'est des attractions que vous feriez quoi qu'il arrive, qu'elles soient dans le pass ou pas, et que dans ce cas-là, ça vous fait faire des économies. Enfin, on a quelques petits conseils à donner cet hiver concernant la visite de tous les observatoires. Le premier étant de ne pas oublier les lunettes de soleil, même si c'est l'hiver. Oui, on peut avoir une luminosité très forte dans certaines directions en fonction de l'orientation du soleil. Et c'est vrai que pour les gens qui sont craintifs des yeux, de la trop forte luminosité, ça peut être une très bonne chose d'avoir des lunettes de soleil. Et puis, il faut éviter de prendre, comme toujours, toutes les choses qui sont pas autorisées, tout ce qui est les bocaux en verre, les boissons alcoolisées, les canettes, pas de trépied pour prendre des photos, c'est interdit. Attention aussi, pas de marqueur ou de peinture, choses comme ça, d'instruments de musique, mais bon, qui devrait prendre son instrument de musique et de nourriture généralement. Et il n'y a pas de locker pour les effets personnels, donc faites vraiment très attention. Ouais, essayez d'y aller avec le moins de choses possible, et ça vous permet aussi de passer plus vite la sécurité. Si vous commencez à avoir plein de sacs à fouiller, etc., vous allez perdre du temps aussi à la sécurité. À quel moment, en fait, faut-il programmer la visite de l'observatoire dans un séjour à New York ? Alors nous, notre conseil, c'est de le faire le plus tard possible. Nous, généralement, on essaie de le positionner le dernier jour au matin ou la veille. Pour une raison simple, c'est que plus vous commencerez à connaître la ville, plus vous aurez visité la ville à pied et vous commencerez à connaître ses bâtiments principaux, plus lorsque vous arriverez dans l'observatoire, vous serez capable de reconnaître les endroits où vous êtes allé et les buildings, les gratte-ciel que vous avez déjà vus. Et ça, c'est hyper agréable parce que ça rend la chose intéressante de voir, de reconnaître les différents endroits de la ville. Et ça, vous ne pourrez le faire que à la fin du séjour. Donc nous, c'est notre conseil. Éventuellement, si vous décidez de faire 2 observatoires, privilégiez
une visite au milieu du séjour et une en fin de séjour. Hein, c'est bien. Oui, tout à fait. Voilà. Alors maintenant, on va justement venir à notre classement de ces 5 observatoires et on va le prendre dans l'ordre décroissant. Ouais, donc du moins intéressant, de celui qu'on conseille le moins à celui qu'on conseille le plus. Alors, numéro 5... The-Edge. Alors, The-Edge, c'est vraiment le plus, soyons clairs, hein, le plus décevant des observatoires sur les 5. Alors, disons-le tout de suite, hein, on les connaît tous, on les a tous faits. Hein, on tient notre métier à cœur et on fait les choses bien. Non, mais on a été déçus en fait. Effectivement, et The Edge, c'est un petit peu décevant. Alors, qu'est-ce que The Edge? Alors, c'est un observatoire un petit peu différent des autres, un peu particulier. Il est localisé dans le quartier du Hudson Yard, dans le plus haut gratte-ciel du Hudson Yard, qui est le 30 Hudson Yard. Donc, qu'est-ce que le Hudson Yard? C'est un quartier qui se trouve à l'extrémité nord de la High Line, ce parc surélevé sur d'anciennes voies ferrées. Et en fait, c'est un quartier qui est assez nouveau, il a moins de 10 ans et il a été entièrement construit par-dessus les voies ferrées de Pennsylvania Station qui donc partent du Madison Square Garden. C'est sous Madison Square Garden que se trouve la Penn Station et ils partent en direction de l'ouest et avant ils partaient sur une grande portion découverte et ils ont entièrement recouvert d'une dalle ces voies ferrées et ils ont construit par-dessus un nouveau quartier de gratte-ciel qui est d'ailleurs assez chouette. Oui, on adore, il y a notamment le Vessel aussi. C'est là où se trouve effectivement cette attraction assez étonnante, le Vessel. Et du coup, en haut du plus haut building, le 30 Hudson Yard, ils ont construit un observatoire un peu particulier parce qu'au lieu de le mettre tout en haut du building, ils l'ont mis quasiment en haut, mais en fait, sur un côté. En fait, ils ont construit une terrasse. Au-dessus du vide. Une terrasse suspendue. Voilà, vous n'êtes pas au-dessus du building, vous êtes à côté du building, donc une terrasse en surplomb, suspendue, comme tu le précises, qui est d'ailleurs qui est à 345 mètres de haut et qui est la plus haute plateforme extérieure suspendue au monde. Même au Moyen-Orient, il n'y a pas... Non, pas suspendue comme ça. Et du coup, il y a même une zone avec un plancher transparent qui vous permet de voir sous 345 mètres sous vous. Alors le problème, c'est qu'il y a des sérieux inconvénients à cette expérience, à ce The-Edge. La première, c'est comme c'est une terrasse, elle est sur le côté du bâtiment et du coup, on n'a pas une vue à 360 degrés, on a une vue assez limitée dans une seule direction. Pas tout à fait une seule direction, mais voilà. Ouais, du coup, on n'a pas l'impression d'avoir un ensemble de points de vue, comme on l'a dans d'autres. En plus, elle n'est pas très centrale sur Manhattan. Le Hudson Yard, il est au bord de l'Hudson River et donc en fait, il est un peu déporté sur le côté. Et la vue, c'est pas la plus intéressante, on va dire, dans la possibilité de bâtiment qu'on va voir. Mais bon, on cite parce que de fait, il y a beaucoup de gens qui aiment, qui apprécient cet observatoire. Oui. Ah oui. Ouais, T'as vu des choses positives, d'accord. Oui. Franchement, pour nous, de tous ceux qu'on a fait, c'est clairement le moins intéressant. Donc là, l'observatoire, il est ouvert du lundi au dimanche. C'est bon. L'achat se fait effectivement en ligne. C'est à partir de $34 pour les adultes. Attention, bien sûr, il y a d'autres possibilités de prix qui font que ça peut être plus cher. Certains billets peuvent être plus chers. Et aussi moins cher parce que comme c'est un des moins visités, c'est un de ceux qui fonctionne le moins, il y a des promotions. Oui, il est dans tous les passes. Donc voilà, on peut l'avoir souvent à des prix discount. Mais nous, franchement, à moins de rester très longtemps et de vouloir le rajouter sur votre checklist, je le déconseillerais. Ok. Passons maintenant au numéro 4 de notre liste. Alors, le numéro 4, ça va être un peu... on est un peu... probablement pas dans la vie de la majorité des gens. Nous, dans le numéro 4, on va mettre le Top of the Rock, celui qui est en haut du Rockefeller Center. C'est pourtant un observatoire qui est assez réputé, que beaucoup de gens aiment bien. Nous, c'est moins le cas. Alors, il est effectivement au sommet de la Comcast Tower, qui est le plus haut immeuble de l'ensemble des immeubles du Rockefeller Center. C'est le plus bas des observatoires. Il est à 260 mètres seulement de hauteur. Donc ça joue quand même pas mal contre lui. Et il était souvent considéré, lorsqu'il n'y avait pas tous les immeubles modernes, comme le meilleur observatoire pour avoir une vue sur l'Empire State Building. Mais c'est plus vrai. Depuis la création du Summit One, on y reviendra. C'est un observatoire en extérieur. Uniquement en extérieur, c'est vraiment une grande plateforme extérieure à 360 degrés. Donc on a des vues en plein cœur de Midtown Manhattan,
d'un côté vers Central Park, de l'autre vers Midtown et vers l'Empire State Building. Donc les vues sont quand même pas mal parce que comme il n'est pas le plus haut, il y a des immeubles plus hauts que vous autour. Donc ça donne quelque chose d'un petit peu différent que de se retrouver complètement au-dessus des hauts buildings. Mais voilà, nous on trouve que c'est pas la meilleure vue. Mitigée. On a une impression un petit peu mitigée. Alors eux justement, donc ils sont ouverts aussi du lundi au dimanche. Donc c'est une belle amplitude. Le prix des billets, $42 pour les adultes. Et eux, justement, ils font des billets, justement, Premium Sunset, c'est-à-dire on peut... ah non, je me trompe en fait. Ah si, on peut faire une visite le soir et le lendemain matin. Oui, quand on paye la visite plus cher le soir, on a le droit de revenir le lendemain matin pour avoir une visite le lendemain matin. Alors, eux se sont mis également à faire des expériences, comme ils disent. Ouais, ils ont 2 expériences possibles qui se rajoutent en payant. Le Skylift, qui est une sorte de montée sur 3 étages sur une plateforme encore un peu plus haute, tout en verre. Je ne suis pas sûr que ça a un intérêt majeur. Et puis surtout, la grosse expérience à la Moss, c'est The Beam, qui est en fait une poutrelle métallique sur laquelle vous allez pouvoir vous asseoir, vous allez être attaché évidemment. La poutrelle va s'élever au-dessus du sol et ils vont reproduire la photo mythique des ouvriers du bâtiment en train de prendre leur déjeuner, qui a été prise sur justement la construction du Rockefeller Center à cet endroit précis. Oui, et contrairement à ce que beaucoup pensent, effectivement, cette photo a été prise là, effectivement, et non pas au Rockefeller Center et non pas à l'Empire State Building. Oui, c'est effectivement une erreur de le penser. Parce qu'on voit bien derrière, effectivement, Central Park. Oui, tout à fait. Et donc, si vous voulez refaire cette photo-là, bon, c'est un peu attrape-touriste quand même, on va surtout dire. Surtout qu'en fait, on peut être plusieurs sur la forcément. poutrelle. Oui, mais on peut être avec un autre groupe. Alors, forcément, on n'a pas envie de les avoir sur la poutrelle. On reproduit la photo où il y avait une dizaine de personnes. À moins que vous soyez le nombre exact, votre groupe soit le nombre exact. C'est $15 de supplément par personne. Ouais, toujours. Passons maintenant, arrivons au numéro 3. L'Empire State Building. Alors l'Empire State Building, ça a toujours été pour nous un des observatoires phares, un de ceux qu'on préférait. Il est à 320 mètres de hauteur et même 373 mètres si on va tout en haut, parce qu'il y a un double observatoire. Il y a un observatoire au 86e qui fait tout le tour, donc il est panoramique, et un au 102e, donc encore plus haut sur la pointe de la flèche. Alors c'est un observatoire mythique. Il y a le côté old style, le côté... l'architecture est sublime. Il est comme il était à l'époque. C'est le plus ancien, le premier à avoir ouvert. Il a presque 100 ans. Donc il y a ce côté-là qui est assez sympa. L'immeuble est beau, mais il faut dire que la beauté de l'immeuble ne joue pas grand-chose, parce que quand on est dessus, on ne le voit pas. C'est vrai. Voilà. Il a une bonne localisation. Il est à Lower Midtown, et donc il est un petit peu en retrait de Midtown. Donc il a une très belle vue sur Midtown, mais il a aussi une très belle vue sur Downtown, et c'est tout ce qu'il y a entre Downtown. Et il a cette particularité d'être un petit peu à l'écart. Il n'y a pas beaucoup, il n'y a quasiment aucun gratte-ciel autour de lui. Donc il est un petit peu seul au milieu de Manhattan. Et ça reste, il est en extérieur, donc ça donne aussi l'impression d'être dans le panorama. Oui. C'est vraiment une... là, il est en extérieur, donc faites attention quand même, prévoyez une bonne veste. Aussi, il peut faire un peu frais. Et des lunettes de soleil, comme on a dit. On peut avoir... il y a 2 expositions qui sont intéressantes. Oui, intéressantes ou pas forcément si intéressantes. C'est plutôt des mises en scène pour faire des photos op. Une avec King Kong. Donc effectivement, quand vous passez dans la queue, à un moment donné... Voilà, ils ont mis des écrans, il y a une main géante de King Kong pour prendre une photo, pour poster sur les réseaux sociaux. Et on a une deuxième basée sur les ascenseurs historiques. Bon, ça a quand même assez peu d'intérêt. Ouais. Bon, donc nous on aime bien effectivement cet observatoire, mais il y a quelques petits hicks. Le problème c'est qu'en fait on est en extérieur, mais on est derrière des grilles. Oui, ça c'est vrai que c'est un peu dommage. Alors on le comprend, il y a une trentaine de suicides à l'Empire State Building, donc ils ont fini par mettre des grilles pour éviter aux gens de sauter. Il y avait donc. Mais du coup c'est un peu dommage, on n'a pas une vue complètement non entravée, ça gêne un peu la chose. Ça, et aussi effectivement, du coup,
c'est bien parce qu'on est en retrait des buildings, mais de fait, on est en retrait. Ouais. Donc, on n'est pas dedans. Donc, c'est une belle expérience, mais on verra avec d'autres. Avec ses limites par rapport à d'autres. Donc là, pareil, le prix des billets, c'est le même que les autres. C'est $44 par personne hors taxe. On peut éventuellement, comme on vous l'a dit, payer moins cher par l'intermédiaire des City Pass. Et on peut payer aussi plus cher, voire beaucoup plus cher, si vous voulez faire votre demande en mariage. Mais bon, il vous en coûtera $1000 quand même. Ouais, vous aurez un petit coin privé, une bouteille de champagne pour faire votre demande exclusive. Ouais. Et pareil, eux, ils ont aussi une offre jour et nuit pour deux visites. Alors, nous arrivons maintenant aux deux derniers observatoires qu'on préfère. C'est-à-dire qu'à chaque fois, et comme on vous disait, si vous voulez en faire plusieurs, on vous conseille d'en faire 2. Du coup, ce serait plutôt ce couple-là. Ah oui. Du coup, numéro 2 de notre liste, le One World Observatory. Oui, alors donc c'est celui qui est installé du coup dans le nouveau World Trade Center. Alors bon, pour nous, ça a un côté un petit peu touchant. Nous, quand on dit qu'on a fait les 5 observatoires de Manhattan, en réalité, on a fait les 6 parce que nous, on est déjà monté plusieurs fois à celui de l'ancien World Trade Center, qui était vraiment assez sympa à l'époque. Il y avait toute cette architecture qui était sympa. C'était le plus haut au monde. Voilà, donc il n'existe plus, mais quand ils ont reconstruit la nouvelle tour, ils ont décidé d'en faire un et ils ont décidé de le faire de manière assez spectaculaire. Il y a pas mal de choses assez bien vues. Lorsqu'on prend l'ascenseur pour monter tout en haut, l'ascenseur il est entièrement recouvert d'écrans et en fait la montée à l'intérieur du building... on dit pas trop quand même. Je dis pas tout, mais la montée à l'intérieur du building, c'est comme si vous voyez la construction du building en temps réel et l'évolution de Manhattan, des temps anciens jusqu'à nos jours, donc il y a un côté sympa et après vous arrivez, il y a un petit film. La mise en scène est bien faite, je vous en dis pas plus si vous le faites. Bien fait, hein. C'est très bien fait et il y a vraiment un côté spectaculaire quand on vous révèle la vue qu'on peut avoir. Alors, c'est une vue, un panorama à 360 degrés. Hein. Alors voilà, il est à 360 degrés. Alors il est en intérieur, pas d'extérieur à cette hauteur-là. On est derrière des baies vitrées, mais on a quand même une très très bonne visibilité. C'est vraiment pas gênant ça. Et on peut faire le tour et donc du coup c'est le seul observatoire qui n'est pas à Midtown, c'est le seul observatoire qui est à Downtown. Il est unique en son genre de ce côté-là et c'est pour ça que si on en fait 2, nous on préfère rajouter celui-ci pour avoir au moins un point de vue complètement différent. Si vous faites Empire State, mais des vues complètement. Et des vues complètement différentes. Par exemple, c'est le seul depuis lequel on voit très nettement la Statue de la Liberté et le port de New York. On est au milieu, on a Jersey City, on a Brooklyn. Le pont de Brooklyn, tout ça on le voit. Et Downtown aussi, là c'est impressionnant, on regarde effectivement, on est vraiment, on voit bien Downtown. On voit tous les immeubles de Downtown en dessous de nous puisqu'il est plus haut que tous les autres et c'est vrai que ces vues-là sont sympas. Alors Midtown est beaucoup plus loin, on le voit comme une forêt de gratte-ciel au loin, donc on n'a pas ce point de vue-là. C'est pour ça qu'on le mettait qu'en deuxième position et en complément du premier parce que c'est vrai que d'avoir une vue à Midtown c'est plus sympa, mais en deuxième lieu c'est quand même un bon observatoire. Comme quand on fait des balades, on est vraiment comme si on était sur la cime, le sentier des cimes vraiment. On a vraiment... on surplombe tout, mais avec beaucoup, beaucoup de vues différentes. Après, c'est aussi un observatoire qui n'est pas très cher parce qu'il a beaucoup subi la concurrence des nouveaux observatoires qui se sont ouverts après. Et notamment, on le trouve très très souvent avec des prix intéressants sur Groupon, des fois $25, $30. Il y a aussi des family packs, comme ça, parce que le prix normal, c'est le même que les autres. Mais par contre, on a plus de promotions. Hein. Oui, c'est ça. Effectivement, ça. Ouais, normalement, il est autour de $44 hors taxe, mais le Family Pack, ça fait tomber à 35 par personne pour 4 personnes. Et comme je vous dis, on peut l'avoir encore moins cher que ça sur Groupon à certains moments. Donc autant en profiter si vous voulez faire un deuxième sans vous ruiner. Alors ce qu'on n'a pas par rapport à d'autres, c'est que en fait, de son emplacement, de sa hauteur, on a moins l'impression d'être dans une forêt de building. Qu'on pourra avoir. Puisqu'on est au-dessus, on émerge au-dessus des cimes. On est loin de Midtown, on n'a pas de vue sur Central Park. C'est trop loin. Comme ça. Et il y a certains buildings qu'on ne voit pas forcément, effectivement, parce qu'on est là. C'est les seuls petits hic qui font qu'en fait, c'est notre numéro 2 et pas notre numéro 1. Ouais. Arrivons au numéro 1.
Donc le numéro 1, c'est le tout dernier, c'est celui qui est le plus récent, qui a été ouvert en dernier, c'est The Summit, il est en haut du One Vanderbilt. Le One Vanderbilt, c'est un tout nouvel immeuble qui a été créé juste à côté de Grand Central Station, donc on est au cœur de Midtown Manhattan. Il est très haut. Je ne sais plus si j'avais noté la hauteur. Non, je l'ai oublié. Ici, 335 mètres au-dessus du sol. Et il a des points de vue absolument uniques sur l'Empire State Building, évidemment, mais surtout sur le Chrysler Building, qui est quand même probablement un des plus beaux buildings de Manhattan. Et c'est un building qu'on ne voit pas tant que ça depuis les autres observatoires. Et là, non seulement on le voit, mais on le voit du dessus. On est plus haut que lui. Donc toute cette flèche art déco en acier, un petit peu aluminium, elle est etc. Proche, on a vraiment l'impression d'être accessible. Juste devant vous, et elle est absolument splendide. Alors là, comme c'est le tout nouveau, comme je vous dis, c'est effectivement... Il est dans l'air du temps et il se positionne en disant qu'il offre c'est un parcours d'expérience. Exactement. Alors, la première fois qu'on y est allé, c'est vrai que on a tiqué quand on a vu cette succession d'expériences un peu instagrammables, etc. Et puis, une fois dedans, on a été forcé de reconnaître qu'en réalité, c'est assez bien vu. C'est plutôt bluffant, ça sert le paysage et c'est pas artificiel et franchement c'est bluffant. C'est vraiment le plus bluffant de 5. Donc pour le coup, on va dans le sens de tout le monde parce que je pense que la majorité des gens aujourd'hui reconnaissent que c'est le meilleur observatoire et on le confirme, c'est clairement. Si vous ne devez en faire qu'un seul, faites celui-ci. L'expérience sera la meilleure, les vues seront les meilleures. Alors qu'est-ce qu'il y a comme expérience ? En fait, alors déjà, il est sur plusieurs niveaux. Donc c'est assez grand, on passe du temps parce qu'on va aller... Je parle d'un parcours. Voilà, on va aller sur 3 niveaux différents avec des vues différentes. On va faire le tour à 360 degrés à plusieurs reprises. On va passer dans des salles différentes. Alors il y a toute cette salle géante avec des effets de miroirs. Donc il y a des miroirs au sol et au plafond et on prend du recul sur la vue. Et en fait, les buildings autour de vous se reflètent dans tous les sens. C'est assez bizarre, ça peut d'ailleurs décontenancer certaines personnes qui peuvent avoir un peu l'impression de vertige parce qu'on ne sait plus très bien où est le sol, le plafond, etc. Mais c'est assez réussi. Alors pour le coup, faites attention aussi à vos habits parce que justement, il y a des miroirs du sol au plafond. Oui, donc si vous avez des jupes, sachez qu'on peut regarder dans le sol, on voit dessous. Donc voilà, ça c'est la première chose, mais il y a aussi des pièces où ils ont des ballons miroirs qui volent, des bulles argentées, c'est assez étonnant et ça fonctionne bien. Qu'est-ce qu'on peut citer ? N'hésitez pas à aller faire un tour aux toilettes. Les toilettes sont complètement dingues puisque une partie des toilettes sont ouvertes. Comme il n'y a pas de vis-à-vis que personne ne peut vous voir de l'extérieur, vous pouvez réellement aller aux toilettes avec une vue sur Manhattan. Ça paraît complètement délirant, mais c'est assez bluffant. Donc allez faire un tour aux toilettes, ça vaut le coup d'œil, même si vous n'avez pas envie. Ouais, il propose aussi d'être suspendu en hauteur aussi, en lévitation, c'est ça ? Oui, en fait, il y a une petite plateforme, alors pas profonde, qui doit faire 1m50, qui s'avance au-dessus du vide et dans lequel vous êtes invité à aller prendre une photo. Donc voilà, vous êtes à 335 mètres au-dessus avec le vide en dessous de vous. Pour ceux qui n'ont pas peur du vide ou qui veulent se faire des émotions fortes, c'est assez réussi, ça marche aussi. Du coup, qu'est-ce qu'on ne trouve pas par rapport aux autres observatoires ? Alors, qu'est-ce qu'on trouve pas ? Pas grand-chose. Oui. Pas grand-chose. En fait, il a tout. Il a tout pour lui. Et comme on l'a dit, il est en intérieur et en extérieur. C'est le seul à avoir cette option-là. Donc, on a des grandes baies vitrées comme au World Trade Center, mais on a aussi... au 3e étage supérieur, au 93e étage, je crois, une vue à 360 degrés de l'extérieur. Donc, du coup, et de l'extérieur, sans être obstrué par il y a quand même des vitres qui vous séparent du vide. Donc, en fait, il n'y a pas de grillage comme à l'Empire State Building. Donc, en gros, il a tout. La seule chose qu'il n'a pas, c'est des promotions. Il est toujours au prix fort. Il n'est pas dans les passes. Donc, il faut payer le prix fort. Et pour nous, il faut le faire en fin de séjour à l'ouverture. C'est pour rentrer dans ces salles en premier et ne pas avoir trop de foule.
Ouais. Alors, les derniers petits conseils pour cet observatoire, en fait, c'est attention, porter des chaussures non marquantes pour le Oui, verre. parce que comme on marche sur du verre, sinon ils vont vous obliger à porter des surprotections sur les chaussures là. Ouais. Et faites attention parce que c'est une visite, comme on vous l'a dit, qui se fait en plusieurs étapes et du coup, ça peut prendre vraiment beaucoup de temps. Donc, prévoyez pas mal de temps là pour la visite. Ouais, au moins 2 heures. Et alors après, l'inconvénient, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de monde. Et du coup, l'expérience peut être quand même moins intéressante ou moins bien vécue pour certaines personnes. Si vous prenez les mauvais horaires. C'est pour ça qu'on vous conseille vraiment de le faire à l'ouverture et d'arriver dans la queue au moins une demi-heure avant l'ouverture pour être parmi les dizaines de premières personnes à rentrer. Et dans ce cas-là, vous ferez la succession des salles en étant toujours en avance sur le monde et en ayant quasiment personne dans cet environnement. Et ça, c'est vraiment chouette. Donc là, on a fait le tour des observatoires qui nous permettent de prendre de la hauteur sur New York. Mais en fait, il y a d'autres manières de prendre de la hauteur quand on est sur New York, Silver. Tout à fait. Alors déjà, on peut se poser la question des fameux rooftops. Ils sont très à la mode, ces bars qui sont en haut ou haut placés dans des buildings et qui permettent aussi d'avoir des vues. Donc là aussi, est-ce que les rooftops peuvent remplacer ces observatoires ? Alors c'est vrai pour la plupart, ils proposent une vue immersive qui est vraiment intéressante. Oui, ils proposent une vue immersive. Alors, on va pas se mentir, ils sont pas aussi bien que les observatoires qui ont été conçus pour. Ils sont pas aussi hauts d'ailleurs pour la plupart. Ils sont beaucoup nettement moins hauts. Mais néanmoins, ça peut être une façon de prendre du recul sur la ville et de voir un certain nombre de choses. Moi, je trouve que c'est un bon moyen aussi d'être dans la jungle urbaine. Là. On a vraiment l'impression de temps en temps, en fonction des rooftops, de pouvoir toucher l'immeuble en face. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a l'impression d'être dans la jungle, mais par contre, effectivement, ça bloque la vue. La vue n'est pas dégagée. On a un peu moins de recul. Alors, il faut faire attention, la plupart de ces rooftops sont des bars, et les bars aux États-Unis, c'est interdit aux moins de 21 ans. Donc ça, c'est vraiment aussi à prendre en compte. Si vous êtes avec des enfants, la plupart des rooftops ne vous sont pas ouverts. Certains le sont à certaines heures. Oui. Donc, faut être très, très attentif. Les prix sont élevés pour le prix des consommations. Vraiment, attendez-vous à payer minimum $30 pour un cocktail. Un verre de vin, c'est $50, etc. Donc, voilà, c'est cher. Les bières, parfois, peuvent être un peu moins chères. Il y a certains rooftops, quand même, qui sont abordables. Certains sont un peu plus abordables. Mais les mieux placés, les plus hauts sont vraiment assez sélects et d'ailleurs peuvent aussi avoir des dress codes. Donc faites attention si vous êtes en short en été, ne comptez pas aller dans les plus beaux rooftops. Et se renseigner à l'avance aussi s'il y a un rooftop que vous voulez faire parce que parfois il y a des parties ou des événements privés. Donc faites attention. Ou des horaires avec réservation, même si vous voulez être sûr de pouvoir rentrer. Alors comme ce sont des rooftops, en général, ce sont des terrasses en extérieur, donc attention avec la météo, effectivement. Oui, et il y en a beaucoup d'ailleurs qui sont fermés en hiver. Certains sont mis en intérieur, mis en extérieur, mais ceux qui sont entièrement extérieurs peuvent être fermés en hiver. Mais venons-en nous à nos bons plans justement. Alors, si on veut faire un rooftop. Alors, on va déjà citer 2 rooftops vraiment hauts qui sont très très haut perchés. Le plus haut rooftop de New York, c'est celui qui est en haut du 70 Pine Street, qui est dans le Financial District, donc à downtown Manhattan, dans la pointe sud. C'est le Overstory. Il est au 64e étage, donc vraiment il est très haut. Il est dans un immeuble art déco somptueux et historique de Manhattan, et il a une terrasse circulaire avec une vue à 360 degrés sur Manhattan, sur Brooklyn, et donc il est vraiment très très chouette, très très cher, interdit aux moins de 21 ans, donc à limiter à certains cas. Le second alors justement Le second, on l'a choisi à Midtown, c'est le Bar 54 qui est au 54e étage du Hyatt Centric Times Square, donc un hôtel qui est juste à côté de Times Square et qui a un grand espace intérieur et une assez belle terrasse extérieure. Par contre, il n'est pas en haut du building, donc il n'y a qu'une seule orientation, c'est pas un vrai rooftop, il n'est pas tout au sommet, donc il a une vue dans une seule direction, une vue assez chouette cependant. Ça peut être une bonne alternative si vous voulez un rooftop à Midtown. Et puis on en a un troisième aussi à Midtown qui est lui entièrement intérieur, qui est The View. En fait, il est tout au sommet du New York Marriott Marquis, pardon, qui donne sur Times Square. Et il est situé au 47e et 48e étage. Et il est panoramique et tournant. En fait, c'est au
47e étage, c'est le restaurant. Au 48e étage, c'est le lounge. Ouais. Et les deux tournent. En fait, ils font un tour complet, je crois, en une demi-heure ou une heure. Donc, en fait, même si vous restez à un seul endroit de votre table, vous allez avoir toute la skyline qui va défiler progressivement autour de vous. Il a été rénové récemment. Il a rouvert en 2025. La rénovation est plutôt jolie, avec un style art déco sympa. En revanche, faites attention aussi, dans ces rooftops, et c'est vrai en particulier de celui-là, toutes les tables ne sont pas à l'extérieur collées contre les vitres. Donc c'est possible que vous arriviez et qu'on vous propose une table un peu plus à l'intérieur et vous n'aurez pas une vue complètement dégagée. Un dernier rooftop qu'on aime bien cet hiver. Alors, celui qu'on conseille le plus, en fait, il n'est pas aussi haut que tout cela, mais il a beaucoup d'avantages. C'est le 230 Fifth, sur la 5e avenue, pas très loin de l'Empire State Building. Et c'est un rooftop qui est pas très loin du Madison Square Park. Au niveau de la 27e rue entre Broadway et la 5e avenue. Et il est intéressant pour plus d'un titre. D'abord parce que les moins de 21 ans sont autorisés avant 18h. Donc du coup ça c'est vraiment pas mal. Ça veut dire que si vous y passez en journée, vous pouvez y aller en famille. Ça c'est le premier point. En plus, si vous ne prenez pas de service à table, si vous ne prenez pas une table bien définie, etc., vous pouvez simplement vous balader et aller commander au comptoir. Les prix ne sont pas excessifs. Et en fait, même techniquement, si vous voulez juste jeter un coup d'œil, vous pourriez aller et repartir. Il y a des gens qui font ça, mais bon, c'est sympa aussi. Voilà, vous pouvez en profiter, mais en tout cas, c'est en accès libre. Il y a même des shareables qu'on peut prendre à partager, qui sont accessibles. Voilà, et la vue, elle est assez sympa. Elle est dans deux directions, sur Madison Square Park, sur l'Empire State Building. On n'est pas très très haut, mais malgré tout, voilà, on a ce côté immersif de prendre un verre en extérieur. D'ailleurs, lui, il est ouvert toute l'année. Donc on se couvre bien l'hiver. On se couvre bien à l'hiver. Mais voilà, en tout cas, en famille, c'est probablement la meilleure option. Ouais. Justement, tout à l'heure, tu avais parlé des lounges. Alors voilà, les lounges, c'est des bars, mais pas que bars, qui appartiennent à des hôtels et qui pour la plupart ne sont pas interdits aux moins de 21 ans. Donc du coup, ils présentent l'intérêt d'être accessibles aux familles. Alors ils sont rarement aux plus hauts étages, mais ils peuvent offrir quand même des vues sympas. Par exemple, le lounge du Mandarin Oriental qui donne sur Central Park. Ouais. Il a une vue qui est quand même assez chouette sur les buildings et sur Central Park. Et comme c'est dans le lobby en fait de l'hôtel, il est accessible, y compris aux moins de 21 ans. Par contre, c'est pas donné. C'est pas donné, mais c'est pas hors de prix non plus. On peut, pour 15-20 $ avoir une bière ou pour une dizaine de dollars un soft drink ou un café. Voilà, disons qu'entre 10 et 20 $ par personne, à peu près, on trouve des choses. Faut éviter d'y aller aux heures de sortie des bureaux où là, il y a plus de monde qui va s'y retrouver. Donc là, on a vu qu'on a réussi à prendre du recul en hauteur. On a pris de la hauteur pour bien voir New York. Maintenant, ce qu'on va proposer, c'est de prendre du recul pour avoir des vues à couper le souffle, en fait. Voilà, et pour faire ça, donc, si on veut voir Manhattan avec du recul, il faut sortir de Manhattan. C'est la seule option. Il faut s'extraire de Manhattan. Ouais. Et effectivement, quand on va sur les quartiers périphériques à Manhattan, quand on va de l'autre côté de l'East River ou de l'Hudson River, on a des vues, mais complètement bluffante sur la ville, et ça il faut savoir en profiter. Alors il faut dire que nous on a fait New York en long, en large, en travers de multiples fois, et à chaque fois on essaye toujours de trouver de nouvelles vues, de nouveaux angles. Et encore la dernière fois, on pensait qu'on avait tout vu. On a réussi à trouver d'autres points de vue magnifiques. Assez bluffant, on va y venir. On va commencer sur l'est de Manhattan. Donc si on traverse l'East River, de l'autre côté, on a Brooklyn et Long Island City. Et donc depuis Brooklyn, nous, notre vue préférée, c'est celle qui est dans le quartier de Williamsburg, à l'arrivée du pont de Williamsburg, qui est un pont qu'on peut d'ailleurs traverser à pied. Donc vous pouvez traverser à pied le pont de Williamsburg. Et arriver dans le quartier de Williamsburg au lieu dit du Domino Park, qui est une ancienne usine sucrière qui a été entièrement rénovée et qui accueille un parc et
le Domino Park. Et ce parc offre une vue splendide sur la skyline de Manhattan, avec le pont de Williamsburg qui part sur votre gauche. On est vraiment dans une perspective incroyable. Mais du coup, quand on remonte aussi, on a d'autres parcs. Et on peut continuer en remontant le long du Domino Park dans un premier temps et jusqu'au Marsha P. Johnson State Park, qui est un peu plus haut et qui lui aussi a une très 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 belle vue sur la skyline et qui tous les samedis accueille le Smorgasburg, qui est un rassemblement de food trucks. Donc on peut même manger avec vue sur la skyline de Manhattan en été uniquement. Et après on peut même remonter plus haut vers si on remonte encore plus haut au niveau de Long Island City, tout ce qui est le Hunters Point South Park, et le Riverwalk qui part de là. Ils ont fait de très beaux aménagements. Les aménagements sont très très sympas et les vues sur Manhattan sont très belles. Et on s'avance, plus on remonte, plus effectivement les vues seront plus au nord de Manhattan. Ils vont changer, ils vont évoluer avec vous, effectivement. Donc ça, c'est si on reste maintenant à l'est et qu'on descend plus au sud de Manhattan, on va avoir les vues qu'on a depuis le Brooklyn Bridge Park. Donc c'est le parc qui se trouve de part et d'autre de l'arrivée du pont de Brooklyn, donc en face de downtown Manhattan. Et c'est vrai que là, les vues sont aussi également sympas, à la fois sur le pont de Brooklyn et sur la pointe sud de Manhattan. Il y a une vue aussi qui est assez marrante, qui est à partir de Governor's Island. Ouais, Governor's Island, c'est une petite île qui se trouve au large de Brooklyn, entre Brooklyn et la Statue de la Liberté, et qui est accessible par deux ferries, depuis la pointe sud de Manhattan ou depuis Brooklyn. Et depuis effectivement, ils ont construit un parc sur cette île qui est assez joli, et il offre des vues, alors pas mal en retrait, mais assez jolies, sur Manhattan et surtout sur la Statue de la Liberté. Oui, qu'on voit de beaucoup plus près par rapport à d'autres points. Si vous êtes assez longtemps sur Manhattan, ou si c'est la première fois que vous y allez, que vous y retournez, tentez l'expérience de Governor's Island. Vraiment, il y a des choses sympas. Alors là, c'est du côté East, et effectivement, quand on va de l'autre côté, du côté du New Jersey, on a d'autres points de vue. Effectivement, si on traverse non plus l'East River, mais l'Hudson River, donc à gauche, à l'ouest de Manhattan, on va rejoindre le New Jersey et l'enfilade de villes qui sont Jersey City, Hoboken, Weehawken. Donc à Jersey City, juste en face de la Statue de la Liberté, il y a le Liberty State Park qui a une vue à la fois sur Liberty Island et sur la pointe sud de Manhattan, qui sont très très jolies. Et puis ensuite, quand on va longer le waterfront de l'Hudson River de Jersey City, on a des vues absolument splendides sur la pointe sud de Manhattan. Et on peut faire ça en suivant jusqu'à Hoboken. Et même au-delà d'Hoboken. On va en parler après, effectivement. Enfin, tu veux me parler maintenant ? Si tu avais autre chose à dire. Ouais. Non, vas-y alors. Et donc, effectivement, au nord d'Hoboken, il y a une autre ville qui s'appelle Weehawken et qui a deux parcs. Un parc au ras de l'eau qui est le Weehawken Waterfront Park, et un parc en hauteur au-dessus des falaises, parce qu'en fait la ville est perchée sur des falaises, et qui est le Hamilton Park. Et là, faut être honnête, c'est la vue la plus bluffante sur Manhattan, car c'est la seule vue qu'on connaisse. De jour ou de nuit. De jour ou de nuit, c'est la seule vue qui va de la pointe sud de Manhattan et du World Trade Center jusqu'à la pointe nord de Manhattan. On voit le Washington Bridge, qu'on voit quasiment nulle part ailleurs, et on a tout downtown, Lower Midtown, Upper West Side et jusqu'à Harlem et au-delà. Et vraiment, cette vue, c'est un panorama qu'on ne peut pas prendre en photo d'un seul coup. Ça va vraiment de votre gauche à votre droite. Et en plus, quand vous montez, parce que comme le parc est en hauteur, au fur et à mesure, vous avez des vues différentes et vous avez passé énormément de temps. Ouais, c'est vraiment sympa. Ça peut se faire de jour, c'est magnifique, et ça peut se faire de nuit, c'est assez magique quand on voit les lumières s'allumer. C'est plus magique, je trouve, que quand on est dans un observatoire au cœur de Manhattan. Oui, c'est vrai. Là, on a cette ligne de vue qui va vous submerger et qui est juste incroyable. Donc le Hamilton Park, c'est vraiment quelque chose à faire si on reste un petit peu de temps sur Manhattan. Justement, alors c'est pour ça que tout à l'heure je pensais que tu allais parler plus tard, c'est que là on a parlé effectivement des différents points de vue, mais en fait justement il y a une autre manière de voir New York, c'est à travers les ferries.
Oui, alors il y a pas mal de ferries, puisque New York est une île, et forcément elle est entourée d'eau, et donc on peut prendre des bateaux et un certain nombre de ferries. Alors il y a 2 compagnies de ferries principales, une qui opère sur l'East River et une qui opère sur l'Hudson River. Alors celle qui opère sur l'East River, c'est la New York City NYC Ferry, et elle relie Manhattan à Long Island City, donc le Queens, Brooklyn, et elle monte jusqu'au Bronx. Oui, elle monte jusqu'au Bronx, t'as raison. Alors, vrai, il y a une extension qui monte même jusqu'au Bronx, donc elle fait vraiment tout l'East River. Sur Manhattan, il y a deux jetées d'attache, une à Midtown au niveau de la 34e rue, la East 34th Street Pier. Qui est juste en face de Long Island City. Qui est, oui, juste en face de Long Island City. Et au niveau de cet immeuble en forme de K, qui est assez saisissant, qui se trouve juste là. Et il y en a une à Downtown, au niveau de Wall Street, c'est la Pier 11 Wall Street, qui dessert donc le sud. Et après, évidemment, elle a des points d'attache côté Queens, côté Brooklyn. Et du coup, quand on va depuis la 34e rue et qu'on descend jusqu'à Wall Street, ou même au-delà, par exemple, elle rejoint Governor Island, et elle contourne le sud de Brooklyn, on va passer sous tous les ponts. Et on va voir défiler toute la skyline côté est, et c'est vraiment très 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 sympa. Et c'est intéressant, c'est qu'en fait sont des ferries qui ont une partie fermée et une partie découverte. Donc effectivement, vous pouvez vous protéger, c'est par exemple des intempéries. S'il fait froid ou s'il pleut, mais vous pouvez être aussi en extérieur au-dessus. Le coût est très 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 limité. C'est abordable. C'est $4,50 pour un trajet. C'est un trajet de 2 heures où vous pouvez d'ailleurs changer de ferry, vous avez le droit au transfert, donc c'est vraiment très très pratique, et on vous encourage vivement à le faire. Voilà, et il y a même vous pouvez prendre des 10 tickets pour $29 aussi. Si jamais vous le faites plusieurs fois, oui, tout à fait. Voilà, donc ça c'est la première compagnie. La deuxième, New York Waterway. Alors la New York Waterway, elle opère sur l'Hudson River, donc principalement de l'autre côté, sur l'ouest de Manhattan, mais son port d'attache sa jetée la plus au sud, c'est aussi la Wall Street Pier 11, donc à la sortie de l'East River. Ce qui veut dire que quand vous partez de là avec la New York Waterway, vous contournez toute la pointe sud de Manhattan, ce qui est assez magique, avant de monter dans l'Hudson River. Et en plus, ça veut dire que comme cette jetée, elle est commune aux 2 compagnies, vous pouvez très bien partir de la 34th Street avec le ferry de l'East River, descendre jusqu'à Wall Street, puis changer de ferry. Évidemment, il faudra repayer pour prendre un autre ferry qui va vous faire contourner la pointe sud de Manhattan et remonter sur l'Hudson River. Jusqu'à Manhattan, on peut rejoindre le Hudson Yard notamment, juste au nord du Hudson Yard, mais aussi de l'autre côté, on peut rejoindre Jersey City, Hoboken et Weehawken, donc on peut rejoindre le fameux point de vue du Hamilton Park en ferry, et ça c'est probablement ce que nous on conseillerait. C'est-à-dire que si vous voulez faire quelque chose d'assez magique, vous prenez le ferry de l'East River en fin d'après-midi à la 34e rue, vous descendez tout l'East River en passant sous les ponts, vous rejoignez la jetée de Pier 11 de Wall Street. Là, vous changez de ferry, vous prenez un ferry de la New York Waterways, vous contournez la pointe sud de Manhattan, vous voyez la Statue de la Liberté sur votre gauche, et vous remontez de l'autre côté pour rejoindre le Weehawken et le Hamilton Park, où vous aurez ces vues splendides au coucher du soleil. Par contre, il faut faire attention à 2 choses. C'est que d'une part, en fait, là par contre, les prix, c'est pas $4,50. Oui, c'est entre 10 et $14 l'aller. Voilà. C'est un peu plus cher. L'aller, c'est ça. Et en fait, c'est quand même, normalement, ce ferry-là, c'est pour les travailleurs qui veulent se rendre à Manhattan. Donc, du coup, qui habitent dans le New Jersey. Du coup, en fait, ce ne sont pas les mêmes horaires. Et il faut faire attention parce qu'il y en a beaucoup moins le week-end, et en dehors aussi des heures de pointe, effectivement. Donc en fin d'après-midi, vous avez à peu près tout est ouvert, parce que là on a les gens qui rentrent chez eux. Mais si vous voulez y aller tard le soir ou le week-end, faites attention, effectivement, toutes les lignes n'ont pas tous leurs horaires complets.
Voilà, il y a celui-ci et ensuite il y a un autre, je pense qu'on a vu là les différents... Il y a 3 autres ferries à Manhattan. Il y a le ferry de Staten Island qui est un ferry gratuit qui part de la pointe sud de Manhattan et qui rejoint Staten Island et retour. Il est entièrement gratuit, il n'y a pas besoin de prendre de billets. Il tourne 24 heures sur 24 puisqu'il fait partie en fait du système de transport urbain de Manhattan. Il est utilisé principalement pour les gens qui habitent à Staten Island et qui vont travailler à Manhattan. Et lui, il offre 2 choses. Une vue assez sympa sur la Statue de la Liberté quand on passe juste devant. Et puis aussi une belle vue sur la pointe sud de Manhattan dont on va s'extraire et qu'on va rejoindre au retour. Donc ça peut être aussi une option intéressante. Les 2 autres ferries qui restent, c'est le ferry pour Governor's Island, dont on a parlé tout à l'heure, donc lui qui est très très court, qui fait juste la pointe sud de Manhattan à Governor's Island. Et puis évidemment le ferry pour la Statue de la Liberté, qui est opéré par le National Park Service et qui offre aussi des très belles vues. Quand on prend le ferry pour aller voir la Statue de la Liberté de près, on peut profiter aussi des vues. Après, il y a d'autres petites options, effectivement, pour avoir d'autres types de vues. Alors oui, si on veut s'éloigner ou prendre du recul ou monter, il y a autre chose que les observatoires et les ferries. D'abord, il y a un téléphérique à Manhattan qui part de Midtown Manhattan et qui rejoint Roosevelt Island, qui est une petite île entre le Queens et Manhattan. Et du coup, ce Roosevelt Island Tramway, ce téléphérique, c'est court, mais c'est sympa. Voilà, il s'élève au-dessus, au milieu des gratte-ciel. Il traverse l'East River et puis il redescend sur Roosevelt Island. C'est pas très cher. Si on reste longtemps à Manhattan, c'est une expérience marrante qu'on peut faire. Alors là, tu me parles de quelque chose de pas très cher. Parlons de quelque chose de beaucoup plus cher. Évidemment, si on veut prendre de la hauteur et du recul, il y a toujours l'option de l'hélicoptère. Ouais, dans les airs. C'est vrai que si on doit faire de l'hélicoptère une fois dans sa vie quelque part, probablement New York est un endroit où ça peut valoir le coup parce que oui, on va avoir des points de vue incroyables. Il faut voir par contre que c'est vraiment cher. Qu'est-ce qu'on appelle cher ? C'est au moins $200-300 par personne. Avec des options plus chères aussi également. C'est vraiment le prix d'appel. Mais tu avais vu là récemment une option moins chère. Il y a une compagnie qui part du New Jersey, mais qui est compliquée à rejoindre, qui fait de temps en temps des promotions plutôt vers $150-160. Et en plus, ils mettent pas de porte à l'hélicoptère. Alors, ils ont l'option d'avoir l'hélicoptère sans porte, effectivement, voilà. Mais bon, à voir, mais c'est un peu compliqué. Oui, et c'est surtout en fait pour des longs séjours à New York, on va dire. Sinon, ça prend vraiment trop de temps. Donc je pense là, Sylvia, qu'on a fait... Non, il reste une dernière option. Quand vous arrivez à l'aéroport de New York en avion, que vous décollez, jetez un coup d'œil. Toujours. On a quand même une vue assez magique sur New York à l'arrivée ou au retour. S'il n'y a pas trop de nuages et pas trop de brume, ça vaut quand même le coup. Oui, tu as raison. Alors je pense, ça y est, là, qu'on a fait le tour d'horizon et de manière complète. Pour observer donc New York, ses gratte-ciel, on a pris de la hauteur, on a pris du recul. Et je ne sais pas si ça vous a étonné que nous connaissant, nous qui adorons bouger, mais là, à New York, on adore se poser et juste admirer New York, son architecture, ses vues splendides. Et Sylvain, est-ce que tu veux peut-être nous dire quelques mots sur justement nos circuits de découverte de la ville, parce que... Oui, n'hésitez pas à consulter sur le blog nos circuits. On a 7-8 maintenant circuits de découverte de Manhattan. Tous les points de vue dont on a parlé, le Domino Park, Weehawken, New Jersey City, etc. etc. Tout ça, c'est dans nos circuits. Ça fait partie de nos circuits. Donc, c'est des circuits de découverte pédestre qui vous emmènent dans les différents quartiers, un petit peu en dehors des sentiers battus et qui vous font découvrir plein de choses sympas, dont ces points de vue. Justement, pour faire tous les circuits et découvrir ces points de vue qui, j'espère, maintenant n'ont plus de secret pour vous, n'oubliez surtout pas une bonne paire de baskets et votre téléphone pour capter la grandeur New York. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Nous espérons que vous avez passé un excellent moment à notre écoute. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à partager l'épisode et à vous abonner. Vous pouvez également poursuivre l'expérience en découvrant notre dictionnaire insolite des États-Unis aux éditions Cosmopole ou en nous retrouvant sur notre blog voyagerosetats-unis.com. Vous pourrez y découvrir nos circuits d'exploration des grandes villes américaines, acheter nos carnets de route
ou nous contacter pour un coaching si vous souhaitez que l'on vous accompagne dans la conception de votre prochain voyage aux USA. On vous dit à très bientôt pour encore plus de soleil et de voyage au prochain épisode de Voyager aux États-Unis, le podcast.